à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver à 8 heures, de bonne humeur, en pleine forme et avec un marché qui commence un petit peu à bouger. Ça nous change un petit peu du mois d'août, donc c'est plutôt pas mal. Vous m'excuserez si mon débit n'est peut-être pas très assuré puisque je viens de passer une nuit blanche à transférer des sites web, à essayer d'en créer un le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est 36 heures je crois que je travaille non-stop. Donc là j'ai mis ma petite cravate juste pour vous, pour être toute belle, hein, voilà, avec un beau petit teint. Et puis je vais aller me coucher juste après le Good Morning Trading, dormir 3-4 heures. Voilà, pas de trading pour moi ce matin. Et c'est important, hein, je ne cesse de le répéter, une grande partie de vos résultats viendra de votre mental et aussi de votre gestion de vous-même. Il faut vous considérer comme deux personnes à la fois. C'est un peu schizophrène le trading. Vous êtes le trader et le coach. Vous êtes le joueur de foot sur le terrain et vous êtes l'entraîneur qui dit au joueur de foot, même s'il a envie de jouer au foot, même s'il a envie de trader, tu sors, tu n'es pas en état de trader. Et là, très concrètement, quand vous êtes fatigué, vous n'êtes absolument pas en état de trader, tout simplement parce que vous n'arriverez pas à déjà supporter la tension que pourra représenter le trading et puis gérer le flux d'informations. Là, si deux personnes me parlent en même temps, je n'arriverai à suivre absolument aucune conversation ni à comprendre ce qu'aucun me dit, alors que j'arrive à peu près à suivre en temps normal. Donc le cerveau est un peu au ralenti et il demande qu'une seule chose, c'est d'aller dormir un petit peu. Non, je rigole, mais j'en suis pas loin quand même. Alors, pour aujourd'hui, donc ça, pensez vraiment à votre état psychologique et votre état de santé pour savoir si vous allez trader. On ne trade qu'en pleine forme, etc., qu'en étant optimiste et pas euphorique. Et voilà. Que se passe-t-il? On a eu une journée globalement de baisse sur les indices, surtout les indices américains, parce qu'ils sont en train de digérer les statistiques sur le marché de l'emploi très négatives de vendredi. Elles étaient quand même assez catastrophiques, donc ça devrait repousser le tapering. Ça c'est un bon signe et c'est pour ça que de toutes les valeurs américaines, c'est le Nasdaq qui a le mieux résisté, parce que c'est lui qui profite le plus d'un tapering qui s'éloigne. S'il gagne 2 mois, 3 mois, c'est toujours ça de prix. Et puis toutes les autres, entre guillemets, tous les autres indices américains hors technologie se sont mis à baisser. À souligner que le Nasdaq a fini légèrement dans le vert avec quand même une société Apple qui a pris plus de 1%, quasi 1,5%. Donc merci les soutiens des grosses, énormes, la plus grosse du monde d'ailleurs, capitalisation pour soutenir cet indice. Si Apple avait fait rien du tout, légèrement rouge, le Nasdaq aurait pris une petite baisse lui aussi. Donc attention, le Nasdaq tient grâce à ces énormes capitalisations aussi. Il faut vraiment voir qu'il y a une hyper concentration. J'avais écrit un article dessus sur l'hyperconcentration de certains indices sur quelques valeurs clés qui font absolument tout. Et là, on en a eu encore une démonstration. Donc, climat un petit peu maussade, parce qu'on craint que la reprise américaine s'essouffle avant même, entre guillemets, d'être réellement partie. Et puis, on a le président de la fête de Saint-Louis, James Bullard, qui a joué encore les troubles faits, puisque dans un entretien au Financial Times, il a estimé, et il rejoint d'autres personnes de la Fed, je cite, que la Banque centrale américaine doit s'engager sur la voie du tapering, la diminution progressive de ses achats d'obligations et d'interventions sur le marché. Attention,
malgré le ralentissement de l'emploi. Alors ça a vraiment pas plu au marché, puisque le seul point positif qu'on pouvait imaginer sur le ralentissement de la création d'emplois, c'est que le tapering soit repoussé. Et là, on a notre ami Bullard qui nous dit « Ouais, non, mais l'emploi est catastrophique, mais on va quand même faire le tapering, on ne va pas le repousser. » D'où baisse aussi de pas mal d'indices américains à partir du moment où il y a eu connaissance de cette déclaration. On voit donc que la situation est quand même assez complexe à gérer, et c'est pour ça que je vous l'ai mis, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui, c'est ici le Beige Book. On a un mois après la décision de la Fed, le compte-rendu des discussions qu'ils ont eues, le compte-rendu de la réunion des copropriétaires, et donc on va voir si Bullard s'est pris la tête avec Powell et compagnie. Donc on a la petite série Z brésilienne, où est-ce que Greg va épouser Angela, qui aime en fait Dimitri, mais Dimitri ne sait pas que Angela l'aime, et là on en a pour 57 saisons d'une TV, je ne sais plus comment ils appellent, mais pas de très très grande qualité. C'est un petit peu là, ce qu'on va voir. On va regarder un peu à l'intérieur des discussions de la Fed, ce qui a pu se dire, ce qu'ils se sont dit. Et on verra bien si vraiment il y a deux camps qui commencent à s'équilibrer. Parce que James Bullard avait été plutôt discret, mais là quand même il vient en disant ouais non, les chiffres de l'emploi finalement c'est pas si important que ça pour nous, on va vraiment faire le tapering. Donc à suivre, et c'est pour ça que les minutes de la Fed, le Beige Book vont être très suivis aujourd'hui à 20h, et c'est la principale, si ce n'est même l'unique nouvelle de la journée à suivre. On va regarder l'analyse technique, j'ai pas mal de choses à vous montrer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre plein de petits pouces pour m'encourager, j'allais dire à me lever pour faire le Good Morning Trading. Non, je me suis pas couché, mais pour m'encourager à le faire quand même si j'ai envie d'aller me coucher. Voilà, on attaque l'analyse technique maintenant. Donc, Beige Book à 20h, notez-le, c'est vraiment la chose qui est importante. On va passer les indices américains en détail, c'est eux qui sont les plus importants pour moi, pour aujourd'hui, parce qu'ils ont leur Beige Book. Alors c'est très clair, Dow Jones baisse. On est passé sous le point pivot mensuel, on a pris appui sur le support de la semaine pour réintégrer le point pivot mensuel. Ça c'est des choses que je décris souvent, c'est des grands classiques. On a tenté de monter, et puis on a fini par s'écrouler, par baisser en fin de séance. Donc on voit vraiment qu'il n'y a pas eu du tout d'énergie pour un rebond extrêmement violent. Il a pris un peu plus d'une centaine de points, donc il y avait dans les extrêmes près de 160 points, donc il y avait un beau trade à faire, entre guillemets, pas trop risqué, en bougie 5 minutes, 15 minutes et 1 heure, donc plutôt sympa. On a bien réintégré le pivot mensuel, on a même été chercher un petit peu au-dessus, mais on voit qu'on a eu un échec. Et cette nuit, on s'est maintenu entre le support de la semaine et le point pivot mensuel. On a tenté de légèrement remonter, mais on sent que c'est pas la grosse rigolade. Alors, l'idéal, ce serait qu'on continue à baisser si on veut rentrer à l'achat, et attendre de voir si on a un rebond. Alors, il y a les 35 000, mais comme ils sont, alors là on peut faire peut-être un petit scalp dessus, mais comme ils sont un petit peu pessimistes, on le sent, et là on le voit très bien sur la semaine, il y a vraiment un début de pression baissière. On a la middle S1 mensuelle ici qui est sur un niveau sympa, les 34 950. Donc si on arrive sur les 35 000, ne vous précipitez pas, à mon avis. On pourrait peut-être avoir une belle opportunité, une petite vague très rapide baissière, peut-être une tentative de rebond sur les 35 000 pour aller rejoindre le plus bas de la journée précédente, donc faire du 35 000, 40 en grand classique,
redescente à 35 000, un peu de stagnation, cassure. Et là, ce qui serait intéressant, c'est s'il y a la cassure, regardez la réaction sur ce niveau-là, 34 925, 34 950. Et on pourrait repartir pour essayer d'aller sauver les 35 000. Et là, il y aurait 60, 70 points à tenter. C'est pas déconnant. Remonter à tout va, il faudrait que Bullard dise non, mais le Financial Times a écrit n'importe quoi. Là, on commence à digérer des mauvaises nouvelles et on commence à les marquer, ce qui est plutôt, sain. Le Russell 2000 est dans exactement le même état. Alors lui, c'est les 2275 sur lequel il essaye de résister. Moi, j'ai une alerte ici. Alors, elle est très basse, c'est encore une baisse d'à plus de 2%, de 2% et demi. J'ai une alerte sur le point pivot mensuel à 2225. Voilà. C'est la seule chose qui me paraît techniquement intéressante et à bonne probabilité, avec peu de risque de grappiller quelques points. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. C'est pas grave, il y a plein d'autres indices, mais là, ça me paraît intéressant. Il y a les 2250 éventuellement, mais pour pas prendre de risque, plutôt le point pivot mensuel, parce que ça reste quand même, on le voit, Dow Jones, Russell 2000, et puis qui baisse le plus rapidement. Le S&P 500 baisse aussi, un petit peu marqué. Bon, ce qui m'intéresse, vous en doutez, c'est par contre sur le S&P 500, c'est le plus bas de la semaine précédente. Voilà, c'est ici, pile là, vous avez le plus bas et on s'est mis à rebondir à tout va. Voilà, c'est qu'ils viennent tester le bas de son range. Là, il est venu presque tester le bas de son range. Il restait encore moins 0,15, moins 0,16 de baisse. Mais c'est vraiment ce niveau-là qui me plaît énormément. Au moins pour réintégrer le support 1 de la semaine, il y aurait 5-6 points. Alors, à $50 le point sur le S&P 500, ça peut aller vite. Là, il y a un petit ticket, à mon avis, à prendre. Ça va ressortir assez rapidement dès qu'on voit un essoufflement. Et puis, pareil, même chose. Point pivot mensuel, grosse alarme. 4472, 73. Il est joli. Et là, on risque d'avoir ici une belle possibilité de rebond. On va regarder le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, je vais bien. Tout va bien, merci les grosses capitalisations. On a une petite vague de baisse. On s'est mis sous la middle ERA mensuelle et on est repassé au-dessus en permanence. Je pense que ça doit vous rappeler quelque chose, parce qu'on a eu des journées, vous voyez ici, exactement identiques en fait toute la semaine dernière. Dès qu'on passait un petit peu, on revenait systématiquement, et là on l'a eu. Et surtout, on a fini, je rappelle quand même que les plus hauts, le record historique, il est là de tous les temps, et on est là, donc on est sur le plus haut historique, et on voit que le Nasdaq ne veut pas descendre. Il est positionné sur le plus haut du mois précédent, ce qui est un signe vraiment de force. Il en est même un petit peu méprisant pour les autres indices, comme le Dow Jones, le S&P 500 ou le Russell 2000. Je suis seul au monde et moi je continue de monter, même si vous baissez. Il faut faire attention quand même, parce que ça ne peut pas rester éternellement comme cela. Il y aura un moment, il y aura une phase de baisse sur le Nasdaq, et elle risque d'être beaucoup plus violente que les petites phases de baisse successives qu'on a sur le Dow Jones, etc. Donc faire attention. Les 15 700, on le revoit encore hier, on a du mal à se maintenir dessus dès qu'on passe un petit peu au-dessus. Pour le moment, on a eu une toute petite vague vendeuse. Bon, à la clôture en dernière heure, c'est un petit peu plus normal qu'elle soit un peu plus importante. Mais là, on a toujours les 15 700 qui bloquent. Première tentative, deuxième tentative. Alors attention. À la troisième tentative qui souvent break un petit peu, et on pourrait aller vers 15 720, 25 et 50 éventuellement. Bon, personnellement, même si j'adore les phases 1, les phases 2 et les phases 3 de break, c'est vraiment ce qui me plaît le plus techniquement dans le trading.
Ça rejoint plein de choses, des triangles, des breaks, etc. Je le prendrai pas. Je le prendrai pas parce que je vais pas prendre un break sur un plus haut historique. Le risque, c'est de prendre 5-10 points et que ça se mette à refluer assez rapidement et on se retrouve flat ou dans le rouge ou dans le gros rouge si vraiment il y a beaucoup de gros qui appuient en même temps pour vendre ou pour sortir leur position gagnante. Donc là, ça me paraît hyper risqué, d'autant plus que il est soutenu par aucun autre indice, il est un petit peu seul au monde. Donc c'est un petit peu risqué à mon avis sur le Nasdaq. Par contre, s'il redescend tranquillement sur les 15 600, le point pivot de la semaine, et si je peux le choper un petit peu en dessous, alors idéalement 15 575, et je vois un rebond et que je rentre et que ça se maintient pas trop mal en 2 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, je peux tenter un day trading là-dessus au moins pour essayer de revenir vers les 15 610. Donc essayer de faire 30-40 points comme ça, pas trop risqué sur le Nasdaq. Mais voilà, pour moi là, il devient difficile à acheter tant qu'il est sur le plus haut du mois précédent. Et c'est le contexte, si vous voulez. C'est qu'on a quand même des mauvaises nouvelles qui tombent. Alors, provisoirement, ça reste assez positif pour les valeurs du Nasdaq, mais pour acheter un téléphone Apple, il faut quand même de l'argent. Donc si la situation économique ne repart pas, ça pourra toucher la consommation, ça pourra toucher éventuellement les ventes d'Apple, même si on est prêt à ne pas manger des patates pendant 2 mois pour avoir un instrument d'identification de luxe pour la classe moyenne en fait. Si on n'a pas son Apple, on n'a pas réussi sa vie. Là, c'est un peu la caricature de Jacques Séguéla avec la Rolex, mais il y a un petit peu de ça, et tant mieux pour Apple, hein, c'est de bons produits fiables, pas forcément les plus performants, mais du génie marketing derrière, et ça fonctionne remarquablement bien. La preuve, j'en ai un. Donc, je me suis, depuis l'iPhone 3, ça doit faire plus de 10 ans maintenant, je suis resté fidèle à la marque ou captif à la marque, tout dépend comment on peut voir les choses. Voilà, écoutez, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Faites attention à 20h pour le beige book parce qu'on est quand même dans un climat particulier, très particulier. C'est rare de voir un indice qui veut monter tout seul sur ses plus hauts historiques comme le Nasdaq alors que les autres commencent un petit peu à décliner. Et quand on a eu des mauvaises nouvelles, si ça se met à bouger beaucoup, c'est qu'on a un président d'une Fed locale, Saint-Louis, Dallas, ou je ne sais où, qui ouvre sa gueule, qui communique auprès des médias pour parler du tapering. Ça, on sent que c'est ça qui risque de faire bouger les marchés, et c'est pour ça que c'est important à 20h, le livre beige de la Fed, le beige book, même s'il y a un mois de décalage, on voit au moins le mois dernier ce qu'il pensait, tout en ne connaissant pas les chiffres catastrophiques des créations d'emplois dont on a eu connaissance vendredi dernier. Donc ça, c'est vraiment un indicateur qui va être extrêmement suivi. Portez-vous bien, plein de bonnes choses à vous. On va se relaxer un tout petit peu et prendre des bonnes ondes alpha. Soyez heureux.